Vient donc à ce qui vous amène à Paris aujourd'hui. Vous avez rencontré le président Emmanuel Macron ce matin pour évoquer, je crois, la guerre en Ukraine et la situation de tous ceux qui sont des victimes de ce conflit. Qu'est-ce que vous êtes venu lui dire à Emmanuel Macron ? Alors j'avais deux choses importantes à lui dire. D'abord, nous sommes face à une guerre sur le territoire européen. C'est une véritable problématique. La bonne nouvelle, si je puis me permettre, c'est qu'en matière d'aide humanitaire et d'aide aux réfugiés, l'exemple ukrainien est un très bel exemple, un exemple positif de manière de répondre à la problématique. Les Ukrainiens ont bénéficié d'une aide sans précédent. Les Ukrainiens ont pu se réfugier en Europe pour parvenir à une vie meilleure. La partie principale de la conversation que j'ai eue avec lui a porté sur l'impact de la crise ukrainienne et les répercussions dans le monde, au Sahel, en Afrique et dans d'autres régions. On sait que le Sahel, c'est un vrai problème. Et dans tous ces lieux, la crise a démarré bien avant le conflit ukrainien. Le conflit ukrainien a mis en exergue ces problèmes, mais aujourd'hui, près de 35 millions de personnes sont au bord de la famine en Afrique de l'Est, Kenya, Somalie, Éthiopie, et ça, c'est un problème immense pour l'Europe. Nous vivons dans un monde très connecté, interconnecté. Oui, justement, l'ONU a sonné la sonnette d'alarme aujourd'hui à propos de la Somalie qui est au bord de la famine, notamment aussi à cause du réchauffement climatique, mais pas seulement, évidemment. Je reviens à ce qui se passe en Ukraine. Est-ce que vous estimez que l'Europe fait suffisamment ? Une nouvelle aide de 500 millions d'euros vient d'être débloquée aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que l'Europe fait ce qu'il faut aujourd'hui face à cette crise et pour accueillir les réfugiés ? Absolument. Je pense que ce qui a été fait d'ores et déjà pour ces 6,5 millions de réfugiés, ce qui a été fait pour eux est énorme. 2 millions ont pu rentrer chez eux, mais il y a encore énormément de réfugiés qui souffrent dans des conditions difficiles où les jours deviennent des semaines et les semaines deviennent des mois. Ce que l'on voit, ce sont des modalités d'accueil qui sont bien meilleures que ce que l'on a pu voir dans d'autres conflits. Je pense aux autres 45 millions de réfugiés dans le monde qui ne bénéficient pas de l'accueil qui a pu être réservé aux Ukrainiens. Ils représentent 10 ou 12% seulement de l'ensemble des réfugiés. Si vous regardez les réfugiés syriens, je pense aux réfugiés syriens au Liban, les réfugiés qui sont au Bangladesh, David Miliband, il y a justement eu ce débat en France et ailleurs qu'on accueillait plus volontiers les Ukrainiens, majoritairement blancs et chrétiens, plutôt par exemple que les Syriens. Est-ce que dans l'opinion publique européenne, pour vous, est-ce qu'il existe des bons et des mauvais réfugiés ? Je pense que lorsque on cherche à sauver sa peau, on mérite tous de la même manière de l'aide. Une aide, un soutien. Je pense que c'est un devoir moral que nous avons. Lorsque c'est votre vie qui est en danger, il n'y a pas de bons ou de mauvais réfugiés. Tous sont logés à la même enseigne. Et l'organisation pour laquelle je travaille vient en aide à des réfugiés aux États-Unis, en Europe. Nous venons de publier une étude qui montre que les réfugiés afghans qui sont arrivés aux États-Unis l'année dernière contribuent déjà puisqu'ils payent des impôts. Ils payent des impôts, donc ce sont des contributeurs nets, ils participent, ils ne sont pas un poids pour l'économie. Mais justement, David Miliband, une économiste nous expliquait la semaine dernière sur le plateau de TV5 Monde que l'immigration était une chance économique. Elle citait l'exemple de l'Allemagne. Alors pourquoi nos sociétés se ferment-elles ? Ça rejoint la question que je vous ai posée tout à l'heure. Le problème, c'est aussi le regard aujourd'hui que peut-être beaucoup ont sur l'étranger, les étrangers, celui des partis populistes et ceux d'extrême droite qui ont le vent en poupe en Europe avec cette idéologie farfelue et qui ne repose sur rien, qui est la théorie du grand remplacement. Comment changer ce regard, justement en disant qu'économiquement, accueillir des réfugiés, c'est une chance ? Je pense d'abord que la voix des réfugiés est importante. Je pense qu'ils sont le meilleur indicateur. Les enfants, ensuite. Je suis moi-même un fils de réfugié. Vous savez, les réfugiés et les immigrés, ce n'est pas la même chose. Et lorsque l'on fait une confusion entre les deux, au final, c'est mauvais pour tout le monde, pour les réfugiés et pour les immigrés. Le vrai défi pour la société européenne et pour toute société aujourd'hui, c'est d'arriver à gérer les flux de réfugiés et d'immigrés
migrants de manière à les intégrer de manière réussie dans nos sociétés. Lorsque l'on ne contrôle plus, c'est là que le populisme est alimenté positivement. Je vais revenir à la guerre en Ukraine qui semble s'installer sur le long terme avec des conséquences économiques lourdes partout dans le monde. Vous l'avez dit, hein, on est dans un monde interconnecté. On voit justement que l'Ukraine qui produit énormément de blé, un des plus grands producteurs au monde, justement aujourd'hui, eh bien on voit ces pénuries apparaître. Vous avez sans doute rencontré Vladimir Poutine, vous, quand vous étiez à la tête du Foreign Office. Est-ce qu'il peut plier selon vous? Comment vous analysez cette situation? Est-ce que la guerre risque de durer longtemps? Écoutez, je crois que c'est assez évident aujourd'hui que nous devons le prendre au sérieux. Nous devons prendre au sérieux ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et il a dit un certain nombre de choses l'année dernière, notamment le statut de l'Ukraine. Il a nié l'existence et le statut, la souveraineté même de l'Ukraine. Et puis, nous savons ce qu'il s'est passé après. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui nous indique qu'il pourrait changer d'avis. Ce qu'il s'est passé, c'est que la résistance de l'Ukraine a été bien plus importante que ce qu'il avait estimé. La réaction du reste du monde également. Donc, je suis de l'avis que les historiens regarderont le 24 février 2022 comme une date très importante de l'histoire de l'Europe. Parfois, je pense que certains disent que l'Europe s'est réveillée. Je pense que l'Europe était déjà réveillée. Je pense qu'il y a un an, personne n'aurait pensé que la Finlande et la Suède allaient rejoindre l'OTAN. Personne n'aurait imaginé que les budgets de défense allaient augmenter comme ils le font en ce moment. Effectivement, le monde a changé, que ce soit économique, humanitaire, à tous les niveaux. Est-ce que ce réveil peut permettre à l'Europe d'exister beaucoup plus fortement, symboliquement et en termes de valeurs aussi, justement? Je pense que l'Europe est déjà plus forte que ce qu'elle était. Je pense que l'Europe est plus forte qu'il y a 3 ans, grâce notamment au Covid, grâce, si je puis me permettre, au conflit ukrainien. Nous avons aujourd'hui une alliance militaire qui est plus forte. Je pense que nous avons une Allemagne qui joue un rôle différent sur la scène européenne. Je n'aime pas parler du Brexit parce que je n'ai jamais été en faveur du Brexit, mais le Brexit et l'échec du Brexit, j'imagine, quelque part contribue à cette idée qu'il faut bien faire travailler ensemble en tant qu'Européens. Et on entend votre message. Merci David Miliband d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes le président de l'International Rescue Committee. On peut aller sur votre site aussi pour voir ce que vous y faites, aussi de données, j'imagine. Merci à vous en tout cas d'avoir été avec nous sur le plateau de TV5. Merci monsieur.